Salut les game devs, j'espère que tout roule pour vous et je vous souhaite la bienvenue dans ce 16e épisode de la 3e saison de Let's Game Dev, ma série dans laquelle nous créons ensemble un third-person shooter sur Unreal Engine. Et donc là, on se retrouve dans la 3e et dernière partie du tuto dédié à la création d'un Active Reload System, donc c'est le système de rechargement inspiré de celui utilisé dans la série des Gears of War. Donc dans les deux premiers épisodes, nous avons implémenté le début du widget et là, nous allons finaliser tout ça avec la jauge de Active Reload que vous pouvez voir en haut à droite, qui consiste en fait à lancer une sorte de mini-jeu lorsqu'on est en train de recharger avec un curseur qui se balade. Donc, on va mettre en place la fameuse logique qui va permettre de détecter si on est dans un active reload, un perfect reload ou un fail reload. Et donc, à la fin de cet épisode, on aura enfin le système qui sera complètement finalisé. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Evans et ici je vous aide à progresser sur Unreal Engine en vous proposant des tutos que je tente de rendre les plus clairs et compréhensibles possibles. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos qui arrivent en général le vendredi vers 18h30. Allez, c'est parti! Alors, avant de passer au tuto à proprement parler, je voulais bien détailler le fonctionnement de cette fameuse jauge. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est composée d'un curseur et de plusieurs zones différentes. Donc, on a une jauge qui va de gauche à droite et on a une zone qui est plutôt noire, une zone qui est un peu grise et une zone qui est blanche. Vous m'entendez souvent dire depuis les deux premières parties de ce tuto-là, vous m'entendez parler, du Active Reload, du Failed Reload et du Perfect Reload et du Normal Reload. Alors, le Normal Reload, c'est quoi? C'est le fameux reload qu'on a implémenté dans le premier épisode. Donc, c'est celui-là. C'est lorsque je charge, on attend la fin du reload pour recharger l'arme. Ensuite, on a ce qu'on appelle le Active Reload. Le Active Reload, c'est quoi en fait? C'est lorsqu'on arrive à réappuyer sur la touche de rechargement alors qu'on est dans la zone grise. Résultat, en fait, on a un rechargement qui est réduit. Et il va à quelle durée? En fait, il va à la durée, enfin jusqu'à la fin du Active Reload. C'est-à-dire que peu importe la zone de Active Reload dans laquelle on valide, il va recharger le flingue seulement au moment où on a atteint la fin de la zone du Active Reload. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'on a, c'est juste un rechargement un peu plus rapide. Donc, je vais activer le Active Reload. Là, Active Reload, le rechargement est fait bien plus tôt. Ensuite, on a ce qu'on appelle le Perfect Reload. Alors, le Perfect Reload, c'est quoi? C'est lorsqu'on arrive à réappuyer le curseur, enfin le bouton de rechargement, alors que le curseur se trouve dans la zone blanche. Donc là, c'est un reload qu'on dit qui est perfect. Pourquoi est-ce qu'il est perfect? Parce que du coup, c'est le reload le plus rapide, et c'est celui qui va nous donner un bonus de munitions. Donc dans mon cas, c'est 5 munitions supplémentaires, ce sont les fameuses munitions qui vont clignoter, qu'on a codées dans l'épisode précédent. En plus de ça, le rate of fire, donc la vitesse à laquelle on peut tirer, elle est augmentée. Dans mon cas, je la double. Et en plus de ça, ce qu'on peut faire, je vais pas le faire forcément dans cet épisode, mais c'est assez facile de mettre en place. Je pense que vous allez le trouver sans problème. C'est qu'on peut ajouter des bonus de dégâts supplémentaires si jamais il y a un perfect reload. Donc ça, c'est ce qui se fait dans la série des Gears of War. Et donc maintenant, je vais activer un perfect reload. Vous allez voir. Donc là, je lance le reload, bam, et là, on a un perfect. Vous voyez bien qu'il y a le perfect qui clignote, avec les munitions qui clignotent. Et en fait, tant que l'intégralité de l'interface clignote, on est dans la fameuse phase bonus dans laquelle on peut tirer plus vite. Et une fois que l'ensemble arrête de clignoter et qu'on a que les munitions qui clignotent, en fait, les munitions disent juste que ce sont les fameuses munitions bonus qu'on n'a plus droit après si jamais on recharge normalement. Et enfin, la dernière zone, c'est la zone noire. C'est la zone qu'on appelle de Failed Reload. Le Failed Reload, en fait, c'est quoi? On a une pénalité, en fait, si jamais on n'arrive pas à réussir le mini-jeu, en quelque sorte, à rentrer dans la zone grise ou la zone blanche. Résultat, ce qui se passe, c'est qu'on a une pénalité de rechargement. Je crois que c'est 3 secondes supplémentaires. On doit attendre 3 secondes supplémentaires sans pouvoir tirer. Et il faut attendre que le rechargement soit terminé. Et en plus de ça, on a moins de munitions que si on avait laissé le normal reload s'achever. Donc, si vous voulez, en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce système, c'est que dans la tension, en fait, quand on est en train de jouer, on est en train de tirer sur des ennemis, en fait, des fois, il vaut mieux laisser passer le normal reload, ou si on est très bien entraîné, on fait des perfect reload constants. Mais des fois, on peut être sous tension et tout, et d'un coup, on lâche et on fait un fail reload, et du coup, on se retrouve pénalisé, et on est à la merci des ennemis. Donc là, je vais lancer un fail reload juste pour vous montrer. Donc là, j'ai 6 munitions, je recharge, je fais un fail reload, ça clignote rouge, et là, vous allez voir que j'ai 4 munitions. Alors, maintenant que je vous ai fait cette petite présentation, on va commencer à implémenter tout ça. Donc là, j'ai ouvert le projet que nous avons obtenu à la fin de l'épisode précédent. Donc, pour rappel, on a implémenté le ammo grid qui consistait à afficher le nombre de munitions correspondantes en fonction des munitions qu'on a, tout simplement, et on met à jour à chaque fois qu'on tire. Et donc, cette fois-ci, on va implémenter la fameuse jauge. Donc, pour commencer,
Je vais aller dans le dossier core, et comme d'habitude, le petit rappel, hein, pour ceux d'entre vous qui prennent la série en cours, là, je vous invite à regarder la série depuis le début en cliquant sur le lien que vous trouvez dans la zone de description, parce que c'est une série qui est plutôt longue, plutôt complexe, et dans laquelle on apprend beaucoup de choses ensemble, et voilà, je pense que vous aurez un peu de mal à comprendre si jamais vous la suivez pas depuis le début. Vous pouvez quand même essayer, on sait jamais, c'est sûr que ça va passer. Alors, je vais aller dans le Primary Gun, et donc là, on avait créé, dans l'épisode précédent, un Primary Gun Reload State. Donc c'est celui-là. Donc le normal, on avait le normal start, normal finish qui permettait de prévenir à quel moment est-ce qu'on passait par un état ou par un autre. Justement, on envoyait cette info de AC Primary Gun au widget pour qu'il puisse mettre à jour ce qu'il fallait. Donc là, je vais ajouter 2 états pour le active, 2 états pour le perfect et 2 états pour le failed, et je vais remplir tout ça. Donc active start. Ensuite, on a active finished. Ensuite, on a un perfect start. Ensuite, on a un perfect finished. On a un failed start. Et enfin, un failed finished. Alors, pour rappel, cet énumérateur va permettre de savoir dans quel état est-ce que notre système est. Donc, si on fait un active start, ça veut dire qu'on vient de lancer la phase de active reload. Active finish, c'est quand le active reload est terminé, ainsi de suite. Donc là, je vais fermer ça, et je vais aller dans le Primary Gun. AC Primary Gun. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord créer quelques variables. Donc, les variables que je vais créer, j'en ai besoin de 3, et ce sont des floats. Je vais appeler d'abord perfect reload start time. Ensuite, je vais mettre ça en float. Je vais dupliquer. Je vais appeler la nouvelle variable active reload start time. Et enfin, active reload end time. Alors, pour mieux comprendre, je vais mettre le normal reload duration ici. Et alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, le normal reload duration, c'est une variable qu'on a créée un peu plus tôt, donc dans un des tutos précédents. Et ça permet de définir la durée totale du normal reload. Donc si jamais on ne touche pas une deuxième fois au bouton de rechargement. Donc ça dure 2 secondes. Le perfect reload start time, c'est à quel moment est-ce que le perfect commence. Donc moi, je veux le mettre à 0,4. Donc le perfect reload, pour rappel, c'est la petite zone blanche qu'il y a au tout début, enfin je veux dire, c'est le premier état dans lequel qu'on peut rencontrer. Le active reload start time, en fait, je vais le mettre à 0,55. Donc ça, c'est c'est le début du rectangle gris. Et le active reload end time, je vais le mettre à 1 seconde. C'est la fin du rectangle gris. Alors, du coup, vous allez peut-être vous poser la question, mais je pense que vous l'aurez peut-être compris. Le perfect reload start time, je ne l'ai pas mis de end time, tout simplement parce que le end time, c'est le fameux start time du active reload. Donc, la zone blanche commence au début, elle se finit au début de la zone grise. Et la zone grise se termine à la fin de la zone grise. Donc, on a 2 secondes avec 0,4 secondes, 4 secondes pour le perfect reload. On commence à 0,55 pour le active, ça veut dire qu'on a exactement 0,15 secondes pour appuyer, pour tomber dans la zone perfect. Après, vous pouvez changer si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et le active reload time, c'est justement, on a de 0,55 à 1 seconde, donc 0,45 secondes pour tomber dans le active reload time. Donc maintenant que j'ai fait tout ça, on va aller dans le reload graph ici. Et alors ici, on avait le trigger normal reload. Donc je vais commenter, je vais mettre ça, normal reload. Et dans le tout premier épisode de cette série de 3 tutos, on avait cette fameuse macro, et vous allez voir qu'elle va être pratique du coup pour cette partie-là. Je vous avais dit que ça allait servir pour plus tard, et en fait c'est à ce moment-là que ça va servir. Donc on va créer un nouvel event, custom event, je vais faire trigger perfect reload. Ensuite, je vais dupliquer ça, je vais renommer ce nouvel événement en trigger active reload, et je vais dupliquer ça pour appeler le trigger failed reload. Voilà. Et avant de passer à cette partie-là, je vais d'abord revenir tout en haut. Donc là, je les ai créés exprès justement pour venir ici et compléter le trigger reload que nous avons créé au tout début de ces 3 épisodes.
Donc le trigger reload, c'est le fameux event qui est appelé lorsqu'on appuie sur la touche de rechargement. Donc on recharge seulement si on a un nombre de munitions inférieur au nombre de munitions max. Et ensuite on regarde le current state. Je vous expliquais à l'époque, enfin dans l'épisode précédent, que lorsqu'on est en mode idle, on va lancer le rechargement. Par contre, si on est en mode rechargement ici, et que du coup on est en train de recharger et qu'on appuie une deuxième fois, on est bien dans le mini-jeu, et donc on définit le point d'arrêt, et on dit, ok, il a appuyé à ce moment-là, maintenant on va vérifier, est-ce que le joueur est dans la zone perfect, active ou failed. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Déjà, si on appuie sur le reload une deuxième fois, il faut qu'on arrête le timer. Donc ici, c'est le fameux chrono qui tourne. Donc pour arrêter le timer, c'est simple, je vais prendre le reload playback, je vais faire un clear and invalidate timer by handle, pardon, et ensuite, je vais faire une petite logique, je vais vous expliquer tout de suite après ce que je viens de faire. Donc, je fais un branch. Voilà. Ici, je vais prendre le reload elapsed time. Ensuite, le reload perfect reload start time et active reload end time. Ensuite, je vais faire un in range float. Je vais brancher ça là, ça là, minimum là et maximum là. Donc je laisse en inclusive, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Et après, je vais faire un branch. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? En gros, ici, je teste d'abord, voilà, le elapsed time, c'est la durée qui s'est écoulée depuis le premier appui sur le bouton. Ensuite, je vérifie, est-ce que je suis entre le perfect reload et le active reload? Donc, est-ce que je suis dans la zone au plus tôt dans la zone blanche et au plus tard dans la zone grise? Si c'est le cas, dans ce cas-là, on est soit dans du perfect, soit dans du active. Par contre, si on n'est pas dans cette zone-là, on est forcément dans la zone de failed. Donc ici, je vais appeler le trigger failed reload. Ok? Donc pour rappel, si on n'est pas, si on est dans une zone, dans la zone noire, on est dans le failed reload. Ici. Donc là, on est soit dans le active, soit dans le perfect. Et comment est-ce qu'on vérifie ça? Je vais prendre le reload elapsed time, je vais faire un inférieur, ici, et je vais faire un active reload start time. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je sais que je suis dans une des deux zones, et en fait, si jamais je suis inférieur au début du active reload, donc le active reload start time, dans ce cas-là, je suis bien dans un perfect reload. Donc ici, je peux faire appel au trigger perfect reload. Et ici, oups, c'est pas un trigger perfect reload, du coup, c'est un trigger active reload. Donc, maintenant qu'on a tous ces trucs-là, donc cette fameuse logique qui permet de lancer le truc, je vais quand même commenter, parce que c'est une partie un peu compliquée, en fonction du timing de la touche, on définit s'il s'agit d'un fail reload, d'un perfect ou d'un active. Voilà. Au moins, on est sûr de comprendre ce qui se passe. Alors, donc maintenant, je vais implémenter les fameuses fonctions qui sont ici, les fameux événements. Donc, comment est-ce qu'on va fonctionner? On va commencer, du coup, par le active reload. Alors, le active reload, ici, comment est-ce qu'il va être mis en place? Le active reload, je vais prendre le finalize reload ici. Pour rappel, le finalize reload, lorsqu'on l'ouvre, on lance un update de l'état courant. Donc cette fois-ci, on va se mettre en mode active. On a un petit delay d'attente, je vais vous expliquer ensuite ce qu'il faut faire. On a le nombre de munitions qu'on a à la fin de ce reload et on remet le gun state en idle pour que le personnage puisse encore tirer. Donc, dans le reload graph ici, je vais mettre en place le active start. Le new ammo count, combien est-ce qu'on a de munitions? On a un nombre de munitions égal à max. Okay, donc le active, on recharge juste rapidement, on n'a pas de bonus ou de malus de munitions. Par contre, le final waiting time, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un moins. Je vais brancher le active reload start time ici. Voilà, et le reload elapsed time.
pardon, c'est pas le active reload start time, mais active reload end time. Alors, le active reload end time, moins, je vais vous expliquer tout de suite après. Et là, je vais copier ce truc-là et je vais le mettre ici. Donc là, une fois que ce temps-là est écoulé, on met active finished. Donc update current reload state pour info, il met à jour l'état courant du système de reload et il envoie le signal au widget pour qu'il puisse mettre à jour la tranche du widget en quelque sorte. Donc ici, qu'est-ce que je viens de faire? En gros, je demande de mettre le nom de munition et ce truc-là, qu'est-ce que c'est en fait? C'est assez particulier, c'est facile à comprendre en fait, hein. C'est juste que le active reload end time, donc si je ne me trompe pas, c'est 1 seconde. En fait, lorsqu'on fait un active reload, il a toujours la même durée. C'est-à-dire qu'il a une durée d'exactement 1 seconde. Donc si on appuie au tout début de la zone grise, en fait, on va attendre qu'on arrive à la fin de la zone grise pour ensuite lancer le rechargement. Et comment est-ce que je fais ça? Je calcule le temps qui reste. Donc je regarde le active reload end time, je sais que je suis dans la zone de active reload, et je vais retirer le temps qui s'est déjà coulé pour savoir, ok, tu vas attendre encore un tout petit peu. Donc c'est le fameux delay, tu vas attendre un tout petit peu pour atteindre la durée générale du active reload et tu lances ça correctement. Donc là, je vais mettre un commentaire, je vais mettre ça active reload. Ensuite, maintenant qu'on a implémenté ça, on va passer au perfect reload. Alors, le perfect reload, comment est-ce qu'il va fonctionner? Celui-là, il va être un peu particulier. Je vais coder et je vais vous expliquer ensuite. Je copie ça. Donc je mets ça là. Alors, le perfect reload, on fait un perfect start. Ensuite, lorsqu'il est terminé, on fait un perfect finished. Donc maintenant que j'ai ça, le max ammo count, donc le nouveau nombre de munitions, il est égal non pas au max ammo count, mais au max ammo count plus le perfect reload bonus ammo count. Donc c'est les 5 munitions bonus qu'on obtient lorsqu'on fait un perfect reload. Ensuite ici, c'est exactement la même chose en fait que plus tôt, c'est que le perfect reload il a toujours la même durée. Donc on attend d'arriver à la fin du perfect reload, donc c'est-à-dire au début du active reload. Donc si jamais le joueur arrive à recharger au tout début de la zone du perfect reload, on attend la fin de la zone du perfect reload pour lancer. Et la fin du perfect reload, c'est le active reload start time. Donc je fais la différence entre le active reload start time et le temps écoulé. Par contre, ici, on va devoir ajouter quelque chose. C'est bien pour ça que cette partie-là, je ne l'avais pas mise dans la macro. Qu'est-ce qu'on va ajouter en fait? En gros, on va ajouter un petit delay ici. Et le petit delay, en fait, on va le mettre à une durée de 3 secondes. Et en fait, qu'est-ce que c'est ce petit delay? C'est le fameux temps lorsque le rate of fire, donc la vitesse de tir, est augmentée. Rappelez-vous, lorsqu'on fait un perfect reload, on peut tirer beaucoup plus vite pendant un temps défini. Et donc ce temps-là, il est de 3 secondes. Donc là, je vais faire un promote to variable. Je vais mettre ça en perfect reload bonus duration, donc c'est la durée des bonus du perfect reload. Donc je vous avais dit qu'on pouvait aussi faire des dégâts supplémentaires. Moi pour le coup je vais pas traiter ça tout de suite, peut-être dans un épisode suivant. Et c'est seulement une fois que ce temps bonus est terminé qu'on revient en perfect finished. Par contre du coup qu'est-ce qu'on va en faire? Histoire d'accélérer un petit peu le rate of fire, je vais faire un truc assez simple. Je vais aller dans l'event graph. Et ici dans l'event graph, dans le fire primary gun, on a l'appel à l'anime montage. L'anime montage, en fait, dès qu'il touche le notify can fire primary gun, c'est là qu'on donnait l'autorisation de tirer encore. Comment est-ce qu'on fait pour raccourcir ça? C'est assez rapide, en fait, on va prendre le play rate ici, et je vais le multiplier par 2. Ça veut dire que l'animation de tir va jouer 2 fois plus vite. C'est une petite astuce assez basique, hein, mais qui fonctionne pour le coup, et ça me suffit largement pour mes besoins. Donc là, je vais prendre le play rate, je vais faire un select float. Le select float, je vais brancher ici, je vais prendre le current reload state, je vais faire un égal, et je vais vérifier est-ce que je suis dans un perfect start. Si je suis dans un perfect start, on prend la valeur de A, donc c'est ici, je vais mettre ça à 2, et si j'ai pas un perfect start, je suis à 1. Donc ça veut dire que si je suis dans un mode reload perfect, donc ce mode-là, je serai seulement dans ce mode-là, il est où le reload graph? Il est là. Je serai seulement dans ce mode-là ici, donc perfect start. Ensuite, on a un delay de 3 secondes et on fait perfect finished.
Si on est dans ce mode-là, on multiplie par 2 la vitesse de l'animation montage. On peut augmenter plus, hein, si vous voulez, si vous voulez aller plus fort, on va dire. Je fais un clic droit, promote to variable, je vais appeler ça perfect reload rate of fire. Je vais quand même commenter parce que bon, on sait jamais, peut-être qu'on va oublier à quoi ça sert plus tard. Donc rate of fire si perfect reload. Voilà. On a un rate of fire différent si il y a le perfect reload. Et donc là, maintenant que j'ai fini d'implémenter ça, il ne nous reste plus qu'à aller finaliser le failed reload. Et donc pour le failed reload, il est plutôt simple celui-là, pour le coup. On va prendre cette partie-là, je vais copier, je vais mettre ça là. Et le failed reload, comment est-ce qu'on fait? On commence un failed d'abord, on finit par un failed finished, et le max ammo count, c'est pas lui qu'on va avoir, on va pas avoir 10 balles. Si vous vous rappelez bien, le failed reload, on a moins de munitions que prévu. Donc le moins de munitions, j'ai choisi d'en mettre 5. Je vais faire un clic droit, promote to variable, et je vais faire failed reload ammo count. Donc ça, c'est le nombre de munitions qu'on a si jamais on a un failed reload. Maintenant, pour le final waiting time. Le final waiting time, en fait, on va ajouter une pénalité si jamais le joueur a raté son reload. Et cette pénalité-là, comment est-ce qu'on va la faire? On va prendre le normal reload duration, je vais mettre ça là. Du coup, là, vous l'aurez deviné, ce qu'on fait, c'est on attend que le reload duration soit terminé, le normal, et en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, on va ajouter une pénalité d'environ, moi dans mon cas, je crois que j'ai mis, voilà, c'est ça, j'ai mis 3 secondes. Je vais mettre 3 secondes, et je vais faire un clic droit, promote to variable, et je vais appeler ça failed reload penalty duration. Donc là, c'est la pénalité d'attente si jamais on a un failed reload. Donc là, je commente ça, je vais appeler ça failed reload, comme ça au moins on se retrouve un peu plus tard dans cette série. Et là, je vais mettre on est dans le perfect reload. Alors ici, donc si je vais dans le update current reload state, on avait ce petit switch en fait qui permettait de voir un peu les différents états. Je pense qu'on peut le supprimer, on n'a pas forcément besoin, vu que de toute façon, le widget va communiquer automatiquement sur l'état dans lequel on est. Alors, donc là, maintenant qu'on a créé la logique, il nous faut du coup un moyen de voir le résultat de ce qu'on a fait, et on va créer du coup le nouveau widget. Donc je vais aller dans User Interface, je vais faire Widget Blueprint, et je vais appeler ça WBP Reload Gauge. Alors, là pour le coup, on va suivre un peu la logique de l'épisode précédent. Moi, je suis pas un artiste, hein, donc j'essaie de programmer ce que je peux pour faire toutes les jauges dont j'ai besoin. Donc on va s'amuser à construire la fameuse jauge avec les différents états. Et l'avantage de tout ça, c'est que pour le coup, en fait, notre jauge va être adaptable, c'est-à-dire qu'on pourra rentrer des valeurs différentes et la zone blanche et la zone grise vont se mettre à jour automatiquement. Donc, pour commencer, ici, je vais retirer le canvas panel, je vais chercher un size box, je vais renommer ça gauge size box, je vais activer le is variable, et je vais overrider à 300 le width et à 30 le height. Donc vous vous rappelez bien de ces choses-là. Ensuite, ici, je vais ajouter un overlay. Donc c'est dans panel, voilà, ici. L'overlay, pour rappel, ça permet de superposer des widgets les uns au-dessus des autres. Je vais ajouter une image. Je vais glisser ça dans l'overlay. Je vais la renommer border background. Ensuite, cette image, je vais la mettre en isVariable, c'est bon. L'horizontal alignment justifié à gauche. Et le vertical alignment justifié en center. Les deux en center, pardon. Donc là, je vais faire un desired on screen pour bien voir un peu comment ça fonctionne. Ensuite, je vais aller chercher le draw as, je vais mettre en box. Donc là, on a le border background
Alors en fait, je regarde mes notes en même temps parce que c'est un peu compliqué pour le coup, pour moi. Ensuite, je vais dupliquer ça. Je vais mettre la couleur un petit peu à gris foncé. Quelque chose comme ça, là. Ça va être la fameuse zone de failed reload, mais je vais appeler ça normal reload parce que en fait, finalement, ça remplit toute la zone de la jauge. Ensuite, je vais dupliquer le normal reload. Je vais mettre sa couleur à blanc, ici. Je vais justifier à gauche sur l'horizontale et je vais appeler ça perfect reload. Voilà. Ensuite, je vais dupliquer le perfect reload et je vais renommer ça en active reload. Et je vais mettre une couleur gris un peu plus clair comme ça. Voilà. Donc, je me suis trompé pour le border background. Je vais mettre ça en fil ici en haut à droite. Et le normal reload, je vais faire la même chose. Donc, je vérifie que tout est bon. OK, OK. Donc là, maintenant que ça c'est fait, je vais cliquer sur le Gauge Size Box. Je vais faire un clic droit et je vais mettre par-dessus Wrap With et je vais chercher Overlay. Donc du coup, je mets un overlay au-dessus de ça. Comme ça, je mets le Size Box à l'intérieur. Et je vais choisir le overlay. Je vais faire un clic droit. Je vais faire Wrap With et je vais choisir Size Box. Et je vais mettre ça à Main Size Box. Le Main Size Box, je vais faire un Width Override et Height Override. Je vais mettre ça à 300 et 30. Voilà, bon, tout ça, ce sont des paramètres que nous allons modifier après. Hein. Et enfin, je vais prendre le Active Reload. Je vais dupliquer ça. CTRL W. Je vais le renommer en Charging Cursor. Et je vais le placer à la fin de l'overlay qu'il y a tout en haut. Donc celui-là. En gros, on a le Gauge Size Box et ensuite le Charging Cursor par-dessus. Le Charging Cursor, on n'a pas besoin de modifier quoi que ce soit, sauf peut-être, si je ne me trompe pas, non, mais c'est bon. Alors, vu comme ça, ça ne ressemble pas à grand-chose, mais nous allons justement utiliser l'Event Graph pour paramétrer un petit peu tout ça. Et donc, on va donner des paramètres, et donc là, je vais vous expliquer un petit peu grosso modo ce que c'est. Donc là, on a le border background. En fait, en gros, c'est juste le petit contour blanc que vous allez voir autour de la barre, histoire d'ajouter un petit peu de joli, on va dire. Le normal reload, c'est la barre en elle-même, donc c'est la zone noire. Ensuite, on a le perfect reload, ça vous la connaissez, c'est la zone blanche. Le active reload, c'est la zone grise. Et le charging cursor, c'est le curseur qui va être mis par-dessus. Donc, on va paramétrer tout ça à partir de l'event graph. Donc, dans l'event graph, ici, je vais aller chercher le event pre-construct. Pre-construct, ici. Donc le pre-construct, qu'est-ce qu'on va faire? Pour commencer, on va prendre le Gauge Size Box et je vais faire un Set Width Override. Donc le Gauge Size Box, c'est quoi? C'est la taille de la jauge en elle-même. Alors, le Gauge Size Box, on va faire un width qui va être égal à 300 et on va faire un promote variable. Je vais appeler ça width. Ensuite, le Gauge Size Box, on va prendre la même variable, ici, et on va faire un Set Height Override. Le height, quant à lui, on va l'initialiser à 16. Pareil, je fais un clic droit, Promote Variable, et je vais mettre ça height. Voilà. Alors, maintenant qu'on a ça, je vais prendre le normal reload ici, je vais faire un slot as overlay slot, et je vais faire un set padding. Je vais faire un clic droit sur le set padding, le in padding, split struct pin, et ici dans le split struct pin, je vais mettre la même valeur partout, c'est-à-dire la valeur de 3.
Et je vais faire un promote variable de cette première valeur. Je vais appeler ça outline thickness. Donc, en gros, j'ai défini une largeur et une longueur pour la jauge. Et ici, en fait, le padding, ça permet, en gros, vous voyez la zone de normal, c'est la zone noire, finalement, celle qui est ici. On va la faire rétrécir d'une taille définie, donc le outline thickness que j'ai mis à 3. Et en fait, tout ce que ça va créer justement un contour blanc de 3 pixels. Donc là, si je compile, est-ce qu'on va voir? Je suis pas sûr. Ah si, bon, on le voit. Voilà, donc là, vous voyez, on a bien la jauge normale qui est grise et le petit contour blanc d'une taille de 3 pixels. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va continuer le pre-construct. Je vais faire un sequence, histoire de ranger un petit peu le code. Et donc là, le charging cursor, je vais prendre ça. Je vais faire un set brush size. Alors, ah oui, un petit truc que j'ai oublié de dire. Ici, pourquoi est-ce que je fais le slot as overlay slot? C'est tout simplement parce que le normal reload, c'est une image qu'on a passée dans un slot. Et c'est le slot qui définit justement la position au sein du widget parent. Donc, dans ce cas-là, c'est l'overlay. Pourquoi est-ce que je fais slot as overlay slot? C'est tout simplement parce que si vous regardez bien le normal reload, il est placé dans un overlay. Donc, je dis que le slot par rapport à l'overlay. Donc, là, maintenant que ça c'est fait, je branche ça ici. Je vais faire un split struct pin ici. Je vais faire le width, je vais le mettre à 10. Et le height, bon, pareil, je regarde mes notes, je vais le mettre à 30. Donc, je vais faire un promote variable du width. Promote variable. Ici, le X, je vais faire charging cursor width. Voilà, donc ça, c'est l'épaisseur du curseur. Et promote variable, charging cursor height. Donc là, maintenant que ça c'est fait, je vais aller chercher le main size box. Donc là, si je compile, on a bien le curseur qui a changé de taille. Je vais d'ailleurs, si je ne me trompe pas, je vais le mettre en blanc celui-là, voilà. Il est ici. Hop. Donc maintenant qu'on a ça, je vais prendre le main size box, qui n'est pas ici d'ailleurs, c'est bizarre. Donc, il faut que j'aille là. Ah oui, j'active le is variable, voilà. Comme ça, moi, je peux récupérer le main size box ici. Je vais faire le set width override. Donc, c'est là, pour info, c'est la size box générale qui englobe non seulement la jauge, qui elle-même a sa size box, mais aussi le curseur. Et comme on a le curseur ici, ben, en fait, on va donner une taille qui permet de faire entrer le curseur à l'intérieur, tout simplement. Donc, le width override, je vais mettre le width classique, celui qui a déjà été calculé plus haut. Et le height, par contre, voilà, ça, hop, set height override, plutôt que de mettre la hauteur de la jauge, on va mettre la hauteur du curseur, parce que le curseur en lui-même, il est plus grand que la jauge. Donc, c'est le cursor height. Donc, là, je compile, ça change pas grand-chose, parce que les paramètres que j'avais donnés étaient déjà des bons paramètres, on va dire. Et le gauge size box, ici, je vais juste venir le mettre en center. Comme ça, au moins, on a bien le curseur qui est placé là, et ça qui est ici. Donc là, maintenant, on va pouvoir commencer à s'attarder sur la partie active reload et la partie perfect reload. Alors, donc je viens de regarder le compteur, on a déjà une demi-heure de vidéo, j'espère que ça va pas trop traîner, normalement non, mais en tout cas je suis content d'aborder ce genre d'épisode parce que c'est pas tout le temps que j'ai l'occasion de travailler avec des widgets sur ma chaîne et on s'amuse à construire un petit peu des trucs, donc j'espère que ça vous plaît, et en tout cas si jamais vous apprenez de nouvelles choses en regardant cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un like et à partager autour de vous, car ça aide vraiment la chaîne à être référencée sur YouTube et à grandir, et je vois que ces derniers temps vous êtes particulièrement actifs et ça fait très plaisir parce que je vois que mon travail sert à quelque chose tout simplement. Et aussi si vous avez quoi que ce soit comme commentaire, pareil, utilisez la zone de commentaires, j'y répondrai avec plaisir. J'aime beaucoup interagir avec vous, j'essaie de répondre sous 24 heures maximum. Et pour ceux d'entre vous qui veulent aller un petit peu plus loin, vous pouvez toujours regarder une vidéo sur YouTube pour m'aider, une publicité sur YouTube, voire même de faire un don si vous voulez. Comme d'habitude, je vous oblige pas, mais c'est juste qu'on me le pose souvent, on me pose souvent cette question, donc je préfère vous proposer ces solutions. Donc maintenant, on va passer à la suite de ce tuto. Alors, donc, comme j'expliquais avant cette petite interlude publicitaire, dans le Active Reload Jauge, ici, on a donc construit la jauge de base et on va commencer à placer la perfect jauge et la
active jauge. Donc, là, ce que je vais faire, je vais aller dans l'event construct, ici. Je vais récupérer une référence vers mon actor component. Donc, get player pawn, je vais faire un get component by class. Je pense que vous avez l'habitude maintenant de cet appel-là. Et la classe que je vais appeler, c'est un AC primary gun. Je vais faire un clic droit, promote ce variable, je vais appeler ça gun component, comme d'habitude. Comme ça, au moins, on a une référence vers le primary gun. Donc là, je vais brancher ça ici. Et là, tout de suite après, une fois qu'on a récupéré cette référence-là, on va pouvoir redimensionner et replacer correctement la zone active et la zone de perfect. Donc, je vais faire une nouvelle fonction. Je vais appeler ça initialize perfect and active gauge. Voilà. Et je vais faire appel à cette fonction-là ici. Donc cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va redimensionner tout ça. Et donc pour qu'elle puisse fonctionner, on a besoin justement de certaines informations. Et donc là, je vais prendre ça, je vais aller dans le AC Primary Gun, et il va falloir que j'implémente une fonction qui va permettre de, comment dire ça, de récupérer des données pour savoir le temps qui s'est écoulé et à quelle position est-ce qu'on place le perfect reload. Et donc pour ça, je vais faire une nouvelle fonction dans le Primary Gun, je vais cliquer ici, et je vais faire un get normalized reload timings. Je vais faire une petite logique et je vais vous expliquer ensuite comment ça fonctionne. Donc je vais prendre le perfect reload start time, le active reload start time, active reload end time et normal reload duration. Donc tout ça, je vais brancher ça comme ça ici, ça, ça et ça. Et ensuite, je vais tout déconnecter, juste histoire d'avoir les bons noms de variables ici à droite. Donc là, je vais diviser. En fait, je me suis trompé, je n'ai pas besoin du normal reload duration, donc je vais supprimer le normal reload, et je vais dupliquer ce truc-là 3 fois. Je vais brancher ça là, ça ici, et ça ici. Donc le active reload, je branche là, le end ici, et je branche le normal reload partout. Alors, qu'est-ce que je viens de faire en fait? Comme son nom l'indique, je récupère les timings normalisés. Qu'est-ce que j'entends par normaliser? C'est que je les ramène proportionnellement par rapport au normal reload. C'est-à-dire qu'on va, au lieu d'exprimer une durée comme 1 seconde par exemple, on va exprimer une valeur comprise entre 0 et 1. C'est-à-dire que si je suis à 0,5 alors que le normal duration dure 5 secondes par exemple, en fait en vrai je suis à 2,5. C'est juste de la proportionnalité. Ça permet de ramener ces valeurs-là de 0 à 1. Et concrètement, à quoi est-ce que ça sert? Ça sert en fait aux widgets, parce que les widgets ne fonctionnent qu'avec des 0 et des 1 pour tout ce qui est proportionnalité. En fait, de 0 à 1, ça représente tout simplement un pourcentage, pour faire simple. Donc, je retourne dans l'active reload gauge, et donc ici, je peux récupérer, je fais un get normalized reload timings, et je vais même mettre ça en pure, parce qu'on n'a pas besoin du pin d'exécution. Voilà. Et donc là, maintenant que j'ai ça, on va pouvoir créer une autre fonction qui va nous permettre de placer une jauge. Donc on a 2 jauges à placer, la jauge active et la jauge perfect. Donc pour ce faire, je vais créer une autre fonction que je vais appeler set gauge position. Alors cette fonction-là, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'une image, donc je sélectionne ça, je choisis un input, je prends un type image, donc celui-là, je vais appeler ça target gauge, donc la jauge qu'on va modifier pour le coup. Ensuite, je vais prendre un float, je vais mettre start position, entre parenthèses 0,1. C'est juste pour vous dire que le start position, il faut qu'il soit une valeur comprise entre 0 et 1. Et enfin, je vais mettre un autre, c'est end position, entre parenthèses, 0 et 1. Voilà. Au moins, on sait qu'il faut entrer des valeurs comme ça. Donc, concrètement, qu'est-ce que je vais faire? Alors, ici,
si on revient là, vous pouvez voir que, par exemple, on a, admettons, la Perfect Reload, elle est alignée à gauche. C'est volontaire, en fait. Et le Active Reload, il est aligné aussi à gauche. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste s'amuser, en fait, à déplacer le padding du left. Donc, si je mets, par exemple, un padding de 20, 30, 50, 100, en gros, on va dire, OK, voilà, le début, il est à 100, et je veux que sa taille soit égale à quelque chose comme... alors, le brush size, il est où? Il est ici. Je veux, par exemple, plutôt que ça fasse 32, je vais dire 50. Non, c'est peut-être pas celui-là, c'est l'image size. Voilà. Je vais changer le image size à 60 pour correspondre justement à la taille qu'on veut faire apparaître directement dessus. Donc en gros, le padding va permettre de définir le début de la jauge et le X va permettre de définir finalement la taille de la jauge proportionnellement aux données que nous avons demandées. Donc je remets ça à 0, ça je ramène comme c'était, même si concrètement ça ne sert pas forcément à grand chose. Et donc là je vais faire un slot as overlay slot, c'est ce qu'on a fait un petit peu plus tôt là. Je vais faire un set padding et je vais faire un split struct bin. Donc là, c'est dans le left qu'on va interagir et je vais écrire une petite logique et je vais vous expliquer ensuite ce que j'ai fait. Donc je vais faire le start position ici, je vais multiplier ça par un float que je vais additionner avec un autre float, je vais brancher ça dans le left. Ensuite, je vais prendre la variable width ici, je vais faire un moins, je vais brancher ça là, et le outline thickness, je vais multiplier par 2. Voilà, je branche ça là, et ça, je branche ici. Alors, donc en gros, il faut qu'on définisse une taille pour le padding. Ok, donc on a ce truc-là, il faut qu'on définisse un bon padding pour qu'il commence proportionnellement au bon endroit. Comment est-ce que j'ai fonctionné? Ce que j'ai fait, c'est que je prends la position de départ comprise entre 0 et 1, et je vais la multiplier par la largeur de la jauge à laquelle j'ai retiré le outline, en fait, le contour. Ok, rappelez-vous, le contour, il y a un contour de 3, si je ne me trompe pas, de taille 3. Donc je multiplie par 2, ça me fait 6. C'est pour avoir en fait les deux côtés, 3 et 3. Ensuite, quand je retire ça, du coup, ça me permet d'avoir la taille que de la zone grise. Ok, et donc une fois que j'ai cette taille-là, je peux multiplier la proportionnalité ici. Donc ici, on a une valeur qui va de 0 à 1, donc c'est un pourcentage, rappelez-vous. Si je dis 50% de 200, donc 0,5 sur 200, ça me donne 100. Et en fait, le plus ici, à quoi il sert? Il sert à ajouter un décalage. Donc, étant donné qu'on a la taille de la jauge en noir, il faut que le curseur, s'il est à 0, il ne va pas se placer exactement tout au bout ici, il va se placer au début de la zone noire, d'où le fait que j'ajoute le fameux décalage là. Donc j'espère que vous allez comprendre, c'est assez simple à comprendre, je vous laisse potasser ça si vous n'avez pas compris tout simplement. Et ensuite ici, donc maintenant que j'ai défini le point de départ, donc le set padding, je vais faire un set brush size, rappelez-vous, c'est le brush size, le X qui va permettre de définir la taille de la jauge en elle-même. Donc on vient de définir où elle doit commencer et on va définir maintenant où elle doit s'arrêter. Je vais faire un split struct pin. Et là pareil, je vais ajouter une petite logique. Tac. Alors, je vais prendre du coup, hop, je suis un petit peu perdu dans mes données, donc je vais faire un petit plus. Voilà. Plus de float. Ici, je prends un outline thickness. Ensuite, derrière, je vais mettre un multiply de float par float. Dans le float, le multiply, je vais mettre un end position moins start position. Je vais brancher ça ici. Ensuite, là, je vais dupliquer cette partie du code ici que je vais brancher dedans. Et donc, est-ce que j'ai rien oublié? Non, ça va. Alors, en gros, le desired size, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé la différence entre le end et le start, donc du coup la taille de la jauge réellement,
Et je vais multiplier ça toujours pareil par, comme c'est une proportionnalité que j'obtiens, une valeur de 0 à 1, je me ramène ça à la taille de la barre noire et j'ajoute toujours ce petit décalage pour qu'on sache exactement où on doit se placer. Mais c'est pas fini. Ici, je vais faire un moins. Je vais prendre le height ici et je vais prendre le outline thickness que je vais multiplier par 2. Donc ça, c'est pas par 1, par 2. Donc là, je branche ça là. Et en fait, qu'est-ce que je fais? C'est que je dis, ben écoute, voilà, la jauge en elle-même, elle doit avoir une taille de la hauteur de la jauge moins l'épaisseur. Enfin, moins le contour. Du coup, en fait, ça veut dire qu'en gros, on va ramener, voilà, là ici, ça se voit bien. On voit bien que le truc gris, il dépasse un peu, il déborde dessus la partie blanche. En fait, le fait de retirer le outline thickness x2, bah, ça nous ramène ce truc-là à la taille correspondante. Donc là, on ne voit pas forcément les mises à jour encore. Et donc, je pense que c'est à peu près tout pour cette fonction. Bon, c'est pas très propre, donc je vous laisse ranger de votre côté. On va essayer d'avancer sur le tuto un peu plus rapidement. Et donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais retirer dans le Initialize Perfect and Active Gauge. Je vais prendre le Perfect Reload, celui-là. Je vais faire un Set Gauge Position, donc la fonction qu'on vient juste de créer. Qu'est-ce qu'on a comme position de départ pour le Perfect Reload? On a le Perfect Reload Start Time et en position de fin, le Perfect Reload End Time. Ensuite, je vais dupliquer ça et cette fois-ci, nous allons placer le Active Reload. Le Active Reload, qu'est-ce qu'il a comme position de départ? Le Active Reload Start Time et position d'arrivée, Active Reload End Time. Donc je compile ça, je vais dans les 20 graphes et donc là, on a bien fait appel à ce truc-là. Maintenant, nous allons nous attarder sur la partie qui consiste à afficher et désafficher, retirer la jauge de l'écran parce qu'elle n'est pas affichée lorsqu'on n'est pas en train de recharger. Donc, je vais faire une nouvelle fonction ici. Je vais faire reload state updated. Donc, cette fonction-là, je pense que vous l'aurez deviné par rapport à ce qu'on a fait un peu plus tôt, elle va permettre de récupérer le changement d'état du système de reload pour mettre à jour l'interface, justement, donc la fameuse jauge en fonction de ça. Donc, je vais faire un get current reload state. Je vais faire un switch. Voilà. Et donc, pour le moment, on va juste s'attarder sur le normal start. Je vais faire un set visibility pour montrer le widget, la jauge lorsqu'on est en train de recharger et pour la cacher lorsqu'on a fini de recharger. Donc là, on va s'attarder juste sur le normal, histoire de voir un peu comment ça va fonctionner. Donc maintenant que j'ai ça, je vais aller dans les 20 graphes et il va falloir faire un bind de cette nouvelle fonction, tout simplement, pour mettre à jour la visibilité. Donc je vais prendre le gun component ici, je vais faire un bind event to on reload state updated, donc ça c'est le fameux event dispatcher qu'on a fait dans l'épisode précédent, et je vais faire un create event, et je vais aller sur le reload state updated. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à venir ici, donc là j'ai oublié de mettre un autre truc, je vais faire un set visibility, et je vais mettre ça à hidden. Pourquoi? Parce que de base, comme j'expliquais, lorsqu'on va lancer, on devrait avoir une interface un petit peu comme ça, et c'est seulement lorsqu'on va lancer le reload que la jauge va apparaître et qu'elle va lancer le mini-jeu. Donc, je vais sauvegarder ça, et maintenant, on va aller dans le reload widget qui se trouve dans le dossier primary gun. Donc ici, on a le reload system. Donc là, pour rappel, le reload system inclut le système de normal reload et le AMO grid. Et donc là, on va venir ajouter le active reload jauge. Je mets ça là, comme ça, elle se retrouve tout en bas, ici. Et je vais ajouter un petit padding de 5 au bottom, histoire d'espacer encore un petit peu. Voilà. Et donc là, lorsque je vais lancer, vous pouvez voir que je tire. Et lorsque je recharge, on a bien la jauge qui apparaît. Dès que le rechargement est terminé, elle disparaît. Donc là, maintenant qu'on a la jauge qui s'affiche correctement, il ne nous manque plus qu'à faire bouger le curseur le long de cette jauge. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va aller dans le AC Primary Gun. Je vais créer un nouvel Event Dispatcher. Donc, pour rappel, l'Event Dispatcher va permettre de communiquer avec les widgets en envoyant des messages, tout simplement. Et je vais venir créer ça ici. Je vais appeler ça on
update cursor position. Je vais faire appel à cet event dispatcher. Je vais l'appeler à quel moment? À quel moment est-ce qu'on met à jour le curseur? On met à jour le curseur à chaque fois qu'on avance dans le timer, donc dans le temps, le fameux chrono qui permet de définir le normal reload duration. Et donc, ça se fait ici. Update, reload, gauge. Donc là, je vais séparer un petit peu. Une fois qu'on a mis à jour le reload elapsed time, donc la durée qui s'est écoulée, je vais venir on update call, on update cursor position. Donc je branche ça là. Et donc, maintenant que cet event dispatcher est mis en place, on va envoyer cette info-là directement dans le widget de la jauge. Mais avant tout, avant de passer de ce côté-là, on va faire une autre fonction qui va permettre justement de récupérer cette fois-ci cette fameuse durée, mais de manière normalisée, un peu comme ce qu'on a fait justement ici. Donc là, je vais faire une nouvelle fonction, je vais faire get normalized reload elapsed time. Donc, c'est des noms un peu longs, mais c'est pas grave. Je vais mettre un return node, voilà, et je vais prendre le reload elapsed time, voilà. Donc juste pour info, je pense qu'après cet épisode, je vais faire du gros rangement dans tout ça, dans tout le code, histoire que ce soit un peu plus lisible. Normal reload duration, donc je vous invite à faire de même. Hein. Voilà, je mets ça là, et donc là, on renvoie le temps qui s'est écoulé de manière totalement normalisée. Donc maintenant, on va revenir dans l'active reload gauge, et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà commencer par faire un bind vers ce nouvel event dispatcher. Donc, je vais prendre le gun component ici. Je vais faire un bind event to on update cursor position ici. Et je vais binder ça à une nouvelle fonction que je vais créer de suite. Là, d'ailleurs, je vais appeler ça set cursor position. Donc là, je reviens dans l'event graph pour ne pas avoir d'erreur. Ici, je vais faire un create event. Et je vais faire un set cursor position ici. Donc, à chaque fois que nous allons mettre à jour la tête de lecture en quelque sorte ici dans la C primary gun, on va envoyer le signal au widget. Je fais que de me tromper, donc je vais fermer ça. Au widget ici qui va récupérer la nouvelle position du curseur et qui va mettre à jour la position du curseur directement sur le widget. Donc là, on n'a plus rien d'affiché, c'est tout simplement parce que ici, j'ai mis le visibility à hidden, je vais remettre ça après. Donc là, ici, on a le curseur qui est là, et donc on va déplacer sa position en fonction de la position actuelle du timer. Mais comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire exactement la même chose qu'avec les jauges juste avant, c'est qu'en fait, j'ai volontairement aligné à gauche pour ensuite utiliser le padding left ici pour placer le curseur correctement là où il faudra le placer. Donc la fonction, elle va ressembler un petit peu à ce qu'on a déjà fait juste avant, donc là je vais brancher ça ici. Donc set cursor position, je vais prendre le gun component, je vais faire un get normalized reload elapsed time, et j'ai encore oublié de mettre ça en pure ici, voilà, comme ça au moins on n'a pas le pin d'exécution, voilà ici, et je vais faire je vais prendre le charging cursor, donc celui-là, je vais faire un slot as overlay slot, donc ça vous le connaissez maintenant parce qu'il s'agit d'un slot placé dans l'overlay. Je vais faire un set padding. Je vais brancher ça là, ici. Ensuite, ça je vais brancher là et je vais faire un get padding. Voilà, get padding. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec le get padding? Split struct pin, je ne veux pas qu'on modifie les paddings du top et tout. Donc là, je vais faire un split struct pin. Donc le top, je ne veux pas le modifier. Le right, je ne veux pas le modifier. Et le bottom, je ne veux pas le modifier non plus. Donc je prends en fait le padding actuel et je ne le bouge pas. Je le remets ici. On va jouer juste sur le padding left. Donc là, je vais mettre une petite logique, comme d'habitude. Hop. Faire un float. Ici, je vais prendre un width. Je vais mettre un moins. Je vais brancher ça là, le outline thickness, je vais mettre ça comme ça, je vais multiplier ça par un float, je vais mettre à 2,
Ensuite, je vais brancher ça ici. Je vais faire un moins. Et je vais prendre le charging cursor width que je vais diviser par 2. Voilà. Donc ça, je branche comme ça ici, et ça, je branche là. Et donc, qu'est-ce que je viens de faire ici? Alors, en gros, j'ai pris le temps qui s'est écoulé, il est normalisé entre 0 et 1, et donc un peu comme tout à l'heure, ici, je multiplie ça par la taille globale de la jauge noire. Résultat, on obtient sa vraie taille en pixels. Une fois qu'on a obtenu la vraie taille en pixels, on va retirer, en fait, la moitié de la largeur du curseur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le curseur, il a une épaisseur. Et donc, si je plaçais le curseur à un endroit, en fait, en vrai, il va être placé à cet endroit-là. Il va être aligné sur son côté gauche, en quelque sorte. Et le fait de retirer la moitié de son épaisseur, en fait, c'est comme si, là, il est placé ici, mais je le décale de moitié vers la gauche par rapport à sa taille, et le résultat, il sera bien centré par rapport à la position à laquelle qu'il est censé avoir, tout simplement. Donc, là, j'ai ce truc-là qui est placé correctement. Donc, je compile, je sauvegarde, et donc là, on peut voir que lorsque je lance le reload, on a bien le reload normal qui fonctionne, à l'exception du, si jamais j'interviens avec un reload différent, la jauge reste en place, et en plus de ça, vous pouvez voir que le reloading continue de clignoter non-stop. C'est tout simplement parce que le normal reload que nous avons créé dans un épisode précédent ne prend pas en compte les différents états supplémentaires comme le active ou le perfect. Donc on va déjà corriger ça. On va aller dans le WBP normal reload, celui-là, et donc là, dans le graphe, on a le update reload state. Donc c'est celui-ci d'ailleurs. Donc du coup, lui, il montre l'animation avec le text reload lorsque on lance le normal, donc c'est le rechargement classique, et par contre, il ne disparaît que lorsqu'on fait un normal finished. Donc ce qu'on va faire, on va brancher le active start ici, le failed start ici, le active finished là, et le failed finish là. Et là, en fait, pour le perfect, on va faire un petit truc légèrement différent, ça va aller assez vite pour le mettre en place. En fait, à chaque fois qu'on va être dans un perfect, on va changer le texte. Donc je vais faire un set text du reloading text. Je vais brancher ça là, et ça ici. Et en fait, lorsqu'on commence un reload perfect, je vais juste mettre le texte à la place de reloading, je vais mettre perfect. Et ensuite, si jamais, lorsque le perfect est terminé, je vais mettre, du coup, je remets le texte de base reloading. Donc on va faire un test, on va voir déjà si cette partie-là fonctionne bien. Donc je tire, on a bien le reloading qui disparaît quand on fait un active, et maintenant, si je tire et je fais un perfect, on a bien le perfect qui apparaît avec les balles supplémentaires et qui disparaît une fois que le bonus est terminé. Donc maintenant, on va retourner dans l'active reload jauge, et là, en fait, on va commencer à ajouter des animations. Donc, pour correspondre un peu au style général, moi, ce que je veux, c'est que, alors, je vais venir activer, décocher le hidden ici. Donc, ce que je veux, c'est que, déjà, lorsque on arrive à faire un perfect reload, que le truc se mette à clignoter un peu comme tout le reste de l'interface. Donc, je vais faire un animation ici. Je vais appeler perfect blink. Je vais sélectionner, qu'est-ce qu'on va animer là? On va animer le border, donc le contour. On va animer le curseur et le perfect. Je pense que ça devrait être suffisant. Donc, je sélectionne le border background. Je fais un track border background ici. Je vais sélectionner. Je fais donc dans Color and Opacity, je vais mettre un blanc ici. Ensuite, à 50, je vais mettre du cyan. Donc, ça, c'est les couleurs qu'on avait stockées plus tôt. Voilà. Et à 1, je vais mettre du jaune. Voilà. Et j'active la clé. Ensuite, donc je disais qu'on va faire le border, on va faire le perfect. Le perfect reload, on va faire un track aussi. Ici, voilà. Donc là, Color and Opacity, au tout début, je vais mettre ça à blanc. Ensuite, à 50, je vais mettre ça à cyan. Voilà. Et ensuite, à 1 seconde, je vais mettre ça à
jaune. Pareil, j'active la clé. Et enfin, donc je disais border perfect et cursor. Donc le cursor aussi, il va clignoter. Donc je ramène ça au début, track, charging cursor. Je pense que vous commencez à bien connaître la chanson. Je vais mettre un color and opacity blanc avec une clé. Ensuite, 50, je vais mettre ça du cyan. Et enfin, je vais mettre du jaune pour une seconde. Tac et tac. Alors, comme tout à l'heure, on va aussi ajouter cette fois-ci un failed blink. Donc, c'est dans le cas où on est dans un fail reload. Donc, je vais juste faire un CTRL W du perfect blink. Je vais appeler ça failed blink. Et en fait, tout ce qu'on va modifier, ce sont les couleurs. Donc, on va garder du blanc. Arrivé au bleu, ici, on ne va pas donner du bleu. On va rien donner, en fait. Donc, je vais sélectionner toutes ces clés-là. Donc, je peux sélectionner toutes les couleurs et les supprimer. Du coup, en fait, on va aller du blanc au jaune, et c'est pas du jaune que je veux pour le coup. Je vais prendre du rouge. Tac, voilà. Ça, au moins, on a un joli rouge qui va bien faire paniquer le joueur. Donc, j'ajoute la clé. Ensuite, je sélectionne le charging cursor. Je fais OK. J'ajoute la clé. Et je prends le border background. Je prends le rouge. OK. Et j'ajoute la clé. Et donc, pareil, comme depuis le début de ces 3 épisodes, lorsque je désélectionne les animations, on peut voir que les couleurs ne sont pas correctement définies, donc je les remets à leur couleur par défaut, donc du blanc pour le perfect et du blanc, pas pour le active, le perfect et le charging cursor. Donc maintenant qu'on a tout ça, je vais aller dans l'event graph et je vais rebrancher le hidden ici et je vais aller dans le reload state updated. Donc pareil, là, un peu comme dans le normal reload ici, on va un petit peu apporter quelques modifications. Donc, on a le normal start, le active start, perfect start et fail start. Donc, le normal et active, ils vont avoir la même chose. Ils vont juste être affichés parce que le active, pour rappel, il ne fait que recharger plus rapidement. Par contre, pour le perfect, on va faire appel à l'animation perfect blink qui va être jouée lorsque le perfect start va commencer. Play animation, on va mettre un petit peu les mêmes paramètres que pour tout le reste des objets de ce tuto. Je vais mettre le numLoops to play à 0, le play mode en ping-pong et le playback speed à 2,5. Ensuite, pareil que là, je vais le rendre visible. Dès qu'on est en mode perfect, on affiche et on fait clignoter avec l'animation perfect blink. Si le perfect est terminé, on fait un stop animation. Voilà, lorsque le perfect est finished, et je vais mettre un set visibility, cette fois-ci à hidden. Et enfin, je vais copier ça pour mettre ici, puisque là, si jamais on est en failed start, et en failed finish, on va brancher ça comme ça, et le perfect blink, cette fois-ci, ce n'est plus le perfect blink, mais bien le failed blink. Donc là, je compile, je sauvegarde, et est-ce qu'il me reste des choses à faire? Je ne pense pas, donc on va lancer l'exécution. Et là, normalement, notre système de reload fonctionne très bien. Donc je fais un active reload, ça disparaît. Je fais un perfect reload, on a bien le clignotement avec la disparition de la jauge lorsque c'est terminé. Et je fais un failed reload, on a bien la pénalité avec la jauge qui clignote et qui disparaît lorsque c'est bon. C'est plutôt pas mal, hein. Franchement, ça montre, je suis vraiment content d'avoir réussi à faire ce truc-là. En tout cas, en attendant le prochain épisode, si vous voulez continuer d'en apprendre plus sur Unreal Engine, n'hésitez pas à cliquer sur l'une des 2 vidéos qui vont apparaître ici en haut à droite, notamment la série qui concerne la création du jeu Zelda Breath of the Wild sur Unreal Engine. Pour ma part, je vous dis à très bientôt, c'était Evans, ciao!